Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley. C'est une marque de reconnaissance de la part de tes coéquipiers parce qu'eux te choisissent en fait un leader. Tir dévié bloqué par Roy. Tchaikovsky à haute. C'est quel arrêt encore? Roy est super. Et le match qui prend fin. Et le Canadien qui gagne la Coupe Stanley. Un des grands retours dans l'histoire du hockey moderne. Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle édition du podcast Les Glorieux, édition du 8 septembre 2025. Sentez-vous que ça sent le hockey? Avant la fin du mois, on va avoir du vrai hockey qui va se jouer, qu'on va pouvoir regarder à la TV. J'en suis tellement heureux. Je vais gagner ton animateur et avec moi aujourd'hui pour parler de hockey, Jerry Goodbout. Salut Jerry. Salut JB, ça va bien? Et ouais, j'ai-tu l'air de quelqu'un qui va pas bien? Non. Hein? Tu l'air de quelqu'un qui va pas bien? Pour nous accompagner, Rick Springhetti. Salut Rick! JB, salut Jerry, ça va bien? Yes! Notre expert invité, parce que moi, j'ai décidé que Rick, c'est un expert. Puis je pense que dans le milieu, le consensus est pas mal fait. Rick, c'est un expert. Puis-je mentionner à nos auditeurs, Rick, la chance que tu auras cette saison grâce au Abscast? Alors, oui, les dimanches, on enregistre tous les dimanches une émission avec Grant McCagg, ancien dépisteur du Canadien. Je suis animateur, je me suis inspiré par JB qui a été assez gentil pour me donner beaucoup de conseils que je prends à cœur. Avec plaisir. C'est ma première expérience, puis ça va bien, mais ça va être une belle communauté qu'on va construire là, avec des gars comme Liam McGuire, Chris Stevenson, Eric McCromella, Étienne Lepage. Un beau groupe de gens qu'on va parler du Canadien 5 jours sur 7. Alors, sur YouTube, cherchez-nous. C'est Recruits Habscast, puis joignez-nous à notre communauté. Et vous pouvez entendre ça régulièrement, mais aussi écouter, bien sûr, Les Glorieux à toutes les occasions, parce que ça vaut la peine aussi. Yes. Aussi, tu vas pouvoir être présent du côté du Centre Bell à quelques occasions, si je ne me trompe pas, grâce à ce projet-là. Pour, peut-être, probablement pas pour les parties, parce que c'est tellement difficile pour les parties, mais peut-être pour des camps, peut-être pour des événements spéciaux, des choses comme ça. On va voir si ça va être possible, peut-être. Mais je suis accrédité comme journaliste pour la Ligue canadienne de hockey. Alors, tous les parties juniors à travers le Canada, je peux aller les voir. Ça, c'est un gros plus pour moi là, de pouvoir peut-être mettre ça. Alors, dans les prochaines semaines, on va se rendre à Blainville, Boisbriand, puis Drummondville, puis Gatineau, puis Sherbrooke, puis faire des visites. Tu connais mon numéro de téléphone. Quand tu passes dans le coin, Absolument. Gatineau, Ottawa, Absolument. Rick, c'est une obligation. C'est pas un peut-être, là. T'es obligé de m'appeler. Absolument. On va aller scatter ensemble du hockey. Je refuse d'aller à Gatineau sans venir te voir, Jamie, ça c'est certain. Voilà, ça arrive. Ça, là, ça s'en va direct dans mon cœur. Aujourd'hui, on jase ensemble, les boys, parce que y a eu un article qui m'a beaucoup interpellé de Corey Pronman de The Athletic, qui a fait un classement des meilleurs espoirs de 23 ans et moins. Et de ce classement-là, il y a eu beaucoup de choses. Moi, c'est un classement que j'ai trouvé assez particulier. Je dirais qu'il y a beaucoup de noms que moi, j'aurais pas mis, l'ordre, j'aurais été vraiment différemment. D'entrée de jeu, Rick et Jerry, je veux savoir, vous, votre impression générale du classement. Est-ce que vous êtes pas mal d'accord, en désaccord? Comment est-ce que vous avez perçu ce classement-là? Rick, vas-y donc en premier, puis Jerry, tu poursuivras. Je suis assez en désaccord, mais c'est pas une mauvaise chose. Là. C'est pas rien contre Corey Pronman, qui est quand même un journaliste spécialiste depuis des années, qui suit les espoirs de près. Je pense seulement que lui, lorsqu'on fait un classement, on essaie d'évaluer qui est le meilleur joueur. Mais qui est le meilleur joueur? On a tous notre façon de faire cette évaluation-là. On priorise toutes les choses différentes. On donne des classements d'après nos impressions, puis d'après nos standards à nous, mais ils sont tous différents. Alors, il y a des choses que je suis d'accord. Je pense que des fois, je suis un peu en désaccord. Des fois, je suis très en désaccord avec lui. Mais c'est un classement comme les autres. C'est fun parce que ça porte à discussion. C'est ça qu'est-ce qui est fun avec les classements. C'est des conversations qu'on peut avoir, les débats qu'on peut avoir que moi, je trouve ça toujours fascinant. Toi, Jerry?
Ouais, ben, moi, c'est la même chose. On s'entend que j'ai pas fait les 160, je sais pas combien de noms qu'il y avait sur la liste, là. Mais tu sais, en regardant, mettons, le top 50, là, il y a des noms que je fais comme. Ben, d'un, il y en a que je connais pas, je vais être bien honnête. 173 noms et pas de Ouais, mention honorable. Il aurait pu se forcer, tu sais. il y aurait pu, il y aurait pu. Mais tu sais, j'ai checké le top 50, puis il y a des noms que je connais pas tant. Moi, en fait, c'est sûr que, bon, je regarde pas autant de hockey, mettons, que Rick puis toi pour les recrues en tant que tel, mais il y a des gars que je connais pas assez pour les mettre dans mon top, Mhm. mettons 20. À part les gros noms que tu regardes plus, pas encore, moi, c'est des highlights. Là. Je vais pas regarder chaque présence de belle de même, mais même là, je suis capable de dire qu'il y a des noms qui n'ont pas rapport. Juste, je sais qu'on va y revenir, mais les classements du Canadien, il y en a 3-4 qui m'ont fait graisser des dents. Euh, Puis encore là, en lisant quelques textes, genre des petites descriptions qui mentent de chaque gars, ou même quand mettons, il classe son skating, puck skill, puis toutes les bonnes il y en a que je fais comme. Mais ça. En tout cas, j'ai bien de la misère avec l'évaluation qu'il fait sur certains joueurs. J'ai l'impression, là, je vais sonner. J'ai l'impression des fois qu'il y a des joueurs qui ont été classés, évalués un peu à la façon dinosaure, dans le sens que, tu sais, le moule parfait d'avant qui est encore ancré dans le hockey. Puis là, je vais parler de Lane Hudson, mettons. Là. J'ai le feeling que lui, il est là dans ce classement-là parce qu'il est classé à cause du moule qui existe. T'sais. On va parler de la grandeur, mettons. Mais on verra. On va aller voir là tantôt, mais Moi, je suis pas d'accord vraiment. honnêtement, ce qui fait que j'ai de la misère avec différents positionnements des gars dans son classement, c'est que je comprends pas c'est quoi sa ligne directrice. Est-ce qu'il a classé parce que les gars ils ont eu des résultats dans la Ligue nationale ou il a classé parce qu'il y a des attentes de ce qu'ils vont faire dans la Ligue nationale? Il y a des gars qui n'ont pas explosé encore qui sont classés super haut. Il y a des gars qui ont performé qui sont classés plus loin. Là, je prends l'exemple de Hudson. Tu fais comme, le gars, il a 66 points à sa première saison. Comment ça qu'il est classé au 34e rang, alors qu'à l'inverse, un Luke Hughes, qui a pas encore démontré tant que ça dans le show, lui, il est classé 5e. Fait que c'est son potentiel ou c'est ce qu'il a fait? J'arrive pas à pourquoi il a fait ces choix-là dans cet ordre-là. Moi, c'est vraiment ça qui me bug dans le classement. Puis je pense que c'est un défaut du classement de dire on va commencer de 23 à 18. Parce que le gars de 23 ans, il a peut-être fait 4 ans dans la ligue, puis le joueur de 18, il en a fait une. Et c'est dur à évaluer parce que c'est énorme la différence dans ce cas-là. Là. Alors, c'est quand même, puis comme tu dis, est-ce qu'il est allé voir le potentiel, le résultat? C'est très difficile à faire. Alors, comme tu dis, c'est bien dit, la ligne directrice n'est pas très claire dans cet exercice. Ouais, puis il ne l'explique pas non plus. Il donne, grosso modo, ses observations sur chacun des joueurs, mais il n'y a pas de pourquoi j'ai classé lui devant lui. Il ne la donne pas, cette ligne directrice-là. Avant qu'on aille plus loin dans la discussion, je vais quand même redonner à César ce qui revient à César. Je vais te donner son top 10 pour qu'on puisse voir un peu comment est-ce que ça déboule. Macklin Celebrini est numéro 1, suivi par Connor Bedard. Ils sont tous les deux dans un tier qu'il appelle Elite NHL Player. Ensuite, on a des NHL All-Stars. Ça, c'est le deuxième tiers qui comprend Leo Carlson, Adam Fantilli, Luke Hughes, Matvei Mishkov, Juraj Slafkovský, Ziv Boyum et Matthew Schaefer ainsi que Ivan Demidov, dans cet ordre-là. Ce qui fait que Slafkovský est 7e et Demidov est 10e. Ça, c'est son top 10. Dans ce top 10-là, est-ce qu'il y a des gars que vous sortez du top 10? Oui. Oui. Jerry, vas-y. Alors, tu veux que je te donne mon top 10? Ben ouais, tant qu'à ça. Ouais, donne-moi ton top 10 puis on ira avec les nôtres par la suite. Moi, ça a changé une couple de fois, mais là, c'est mon final. Moi, c'est Bédard le numéro 1. Mon Bédard reste numéro 1. Celebrini deuxième. Fait que tu sais, ça, je ne m'obstinerai pas vraiment. Puis honnêtement, t'interchanges, on partira pas une guerre. Là. Mon numéro 3, moi, c'est Demidov. Est-ce que j'ai des lunettes roses? Peut-être, mais je trouve vraiment qu'il a un talent pur. Lane Hudson est mon 4e parce que, contrairement à lui, même s'il est petit, il a été capable de faire, comme tu dis, une saison record. Moi, ça parle beaucoup. Fait que je trouve que ça place dans le top 10. Mon 5e, c'est Michkov pour le talent pur de ce gars-là.
Là, il y en a un autre que lui, je pense qu'il avait mis dedans que. Oui, il est dedans aussi. Ziv Bouyum, que j'aime beaucoup aussi. Je l'aime beaucoup depuis son repêchage. Puis je pense qu'il aurait dû être drafté plus tôt. Mason McTavish, qui je sais qu'on aime tous Mason McTavish, qu'on l'aimerait vraiment en bleu, blanc, rouge. Que je trouve que c'est un des gars qui est très, très haut dans ma liste. Puis il y a Leo Carson. Puis encore là, c'est les deux que j'interchange souvent. Je trouve qu'ils sont très semblables, des gros gabarits. Mon numéro 9, c'est Wyan Johnston pour tout ce qu'il est capable de faire et la progression qu'il est dans la Ligue nationale. Là, mon numéro 10, là, c'est lui que je sais pas, OK? Là, j'ai l'impression que c'est là que je suis vraiment fan du Canadien. Je trouve que ça manque de goalers dans ce top 10-là. Puis moi, je mettrais Jacob Fowler. Je sais que ça se peut que ça soit très haut. C'est pour ça que j'ai une mention honorable. Puis moi, c'est Dylan Gunter, que j'aime beaucoup comme joueur aussi. Surtout avec les saisons qu'il y a. Mais regarde, le top 10, j'aurais pu mettre plein de noms dans ce top 10-là, mais c'est vraiment les noms qui ressortent le plus. Mon top 10, c'est ça. Fait que si vous n'aimez pas Fowler, je suis trop canadien, mettez Dylan Gunter à la place. Tu mets Fowler. Moi, je dois avouer que je m'étais noté comment ça que Fowler n'est pas là. Fait que là, je me suis dit, c'est un classement qui n'a pas de gardien de but. Ben non, son 173e joueur, c'est un gardien de but. Fait qu'il y a des gardiens de but. Fait que est-ce qu'il a juste oublié que ce gars-là, c'est un gardien de but puis il l'a mis dedans ou... Je sais pas. Puis encore là, est-ce qu'il évalue bien les goalers? Parce que c'est dur à évaluer. C'est des bébites, c'est vraiment dur à évaluer des gardiens. Fait que, Mais, Corey Pronman a dit dans un article récent que son potentiel de Fowler, c'est un gardien substitut dans la Ligue nationale. Ben voyons. Corey Pronman a dit ça. OK, ben il y a bel et bien des gardiens de but. Il y a Michael Rabal, Sébastien Cossa. Fait qu'il y a des gardiens de but. Ouais. Il y a juste... Ça veut dire que pour lui, Jacob Fowler a moins de potentiel Ligue nationale que Marcus Gittloff, qui est un espoir gardien de but des Islanders de New York. Jerry, toi qui suis les espoirs à côté, là, comme Big Time, là. Gittloff, c'est la première fois que tu entends ce nom-là, right? C'est la première fois que tu entends le nom de Marcus Gittloff. Jerry, je te parle. Oui, ben oui. 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 Bon. Oui. Je suis en train de chercher la mémoire, c'est pour ça que tu ouais. cherchais, là. Non, rien. Bon, c'est ça, OK. Fait que je suis pas tout seul à pas le connaître puis être surpris que Fowler il est moins bon que ça. Fait que donnez la crédibilité que vous voulez à ce classement-là avec cette information-là supplémentaire. Je vous le dis, honnêtement, je pensais qu'il n'avait pas mis gardien de but. Fait que je l'apprends là en faisant le show. Fait que ça, c'est ça. OK. Toi, Rick, ton top 10, c'est quoi? Alors, je suis allé rapidement, mes barèmes étaient un peu. J'ai essayé de classer, de trouver un juste milieu entre le potentiel du joueur et qu'est-ce qu'il a déjà prouvé. Alors, j'ai essayé de garder un peu les deux, un juste milieu. J'ai aussi jugé l'importance de qu'est-ce que le joueur apporte. Alors, c'est-tu un élément très rare, très difficile à trouver? À quel point que c'est quelque chose qu'on voit souvent dans la Ligue nationale ou non, puis la position du joueur. Alors, j'ai un peu essayé de trouver toutes ces... j'ai mis tous ces facteurs ensemble pour essayer de faire un classement. Alors, le premier, comme moi, c'est Macklin Celebrini, à cause de son excellence comme joueur de centre. Mais surtout que c'est un joueur qui va te faire gagner, je pense, des parties importantes avec son... C'est une des choses que j'avais dit sur lui et son année de repêchage, c'est le premier joueur qui rend le jeu défensif spectaculaire. Dans la mesure que c'est un gars qui fait ses replis défensifs avec un abandon et un effort vraiment impressionnant. Il fait des jeux qui sont fun à regarder défensivement sans la rondelle. C'est bizarre à dire, mais à ce point-là. Après ça, j'ai peut-être un peu une surprise, mais j'ai Lane Hutson deuxième. Juste parce que sa production était vraiment impressionnante. Son intelligence est vraiment impressionnante. Et la façon qu'il garde la position de la rondelle et cause des erreurs à l'équipe adverse, je pense qu'il y en a 3 ou 4 joueurs comme lui dans toute la ligue. Makar et quelques-uns d'autres. Comme défenseur, c'est vraiment très, très rare. Alors, je l'ai mis deuxième. Troisième, c'est Connor Bedard. Quatrième, j'ai Adam Fantilli qui me rappelle un peu Macklin Celebrini en version un peu à la belle. Cinquième, j'ai Ivan Demidov à cause encore du potentiel vraiment impressionnant dans son cas. Sixième, j'ai Leo Carlson. Septième, j'ai Slavkovski. Huitième, j'ai mis Luke Hughes, même si ça prend un peu de temps de vraiment démarrer, je crois encore à son potentiel à cause de son coup de patin. Je pense que parce que
Des fois, des joueurs qui jouent dans une équipe en reconstruction ont beaucoup, beaucoup de minutes, beaucoup, beaucoup d'importance parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres options. Luke Hughes joue quand même avec une défensive très, très développée avec New Jersey. Il y a quand même 6 bons défenseurs. Je dirais même qu'ils ont 8 bons défenseurs. Alors, le temps de glace est peut-être un peu moins important pour Luke Hughes, mais ça n'enlève pas son talent. Après ça, j'ai mis Wyatt Johnson et 10e, j'ai Logan Cooley. Vraiment des joueurs très talentueux. Matthew Nyes et Dylan Gunter ont passé proche de faire le top 10. Là. Ils étaient dans mes considérations aussi. Wow. OK. Ça me... Moi, je les avais vraiment pas, le Matthew Nyes puis Dylan Gunter, mais je sais que son entraîneur avec l'Utah, le Québécois, André Tourini, l'adore. Donc, ça me surprend pas. Mon top 10 à moi, c'est les Bruini numéro 1. J'ai mis Matthew Schaefer numéro 2 parce que toi et le Snake arrêtez pas de me le vanter. Fait que moi, je me suis dit, Rick, il va l'accoter dans le tapis au top. Puis là, tu me sors un Hudson. Moi, je me fie sur toi, puis toi, tu me chies dans les mains. Pas cool, ça. J'ai vraiment pas considéré Matthew Schaefer pour le moment, juste parce qu'il a bien pas fait un camp d'entraînement. Alors, j'ai enlevé de la liste pour le moment un choix personnel. Okay. Là. Avoir été là, il aurait peut-être été dans le top 3 ou 4. Là. Ouais, c'est certain. C'est juste que j'ai décidé de le mettre de côté. Ta pour ligne cet exercice. directrice, toi qui étais claire, t'as fait l'enlever. C'est bon, je comprends. J'ai mis Ivan Demidov comme 3e, Connor Bedard 4, Hudson 5e et je me sentais aventureux quand j'ai fait ça. Fait que quand tu me l'as sorti à 2, je fais « Wow! OK, je pense de quoi? » Léo Carlson, 6, 7 Mishkov, 8 Slav, Koski, 9 Luke Hughes. Et là, 10, moi, j'ai un melting pot. Là. Au début, je n'avais pas mis Fowler parce que je pensais que les gardiens étaient exclus de l'exercice. Mais comme ils y sont, je te le mets là. Zane Parek puis Ziv Bouyoum. Je n'arrive pas à déterminer lequel est le meilleur entre Bouyoum et Parek. J'ai l'impression qu'il y en a un qui va être une ultra vedette, puis l'autre, il va l'échapper. Mais je peux pas te dire lequel des deux ça va être. C'est ça qu'il faut avec ces deux défenseurs-là. Mais j'aime beaucoup ces deux défenseurs-là. Hein? Lequel? J'aime beaucoup ces deux défenseurs-là, Bouyoum et Parek. Moi, tout, j'avais de la misère. Ouais. Mais j'ai pris Bouyoum, puis je l'ai mis quand même très haut parce que j'adore ce défenseur-là, parce que j'ai l'impression que ça va être celui qui va être le plus complet d'un deux. Tout en étant offensif, mais très complet. Tandis que Parek, j'ai le feeling que ça va être le Erik Karlsson de cette génération-là. Très, très offensif, mais très moyen défensivement. Fait que je trouve que ça enlève beaucoup. Tu sais, quand t'es défenseur, s'il y avait un Bobby Orr comme trophée, il serait tout le temps mentionné, mais en tout cas, j'ai de la misère à mettre dans le top. Ouais. Dans les classements que moi, j'ai trouvé personnellement bizarres, Lane Hudson au 34e rang, puis Luke Hughes au numéro 5, je trouve ça... Moi, je les aurais inversés, comme vous avez vu. J'ai mis Hudson 5. Luke Hughes, peut-être c'est moi, là, mais je comprends pas c'est quoi le trip encore actuellement, comment est-ce qu'il est hypé de manière incroyable par beaucoup d'observateurs. Rick, qu'est-ce qui me manque pour comprendre l'intérêt que tout le monde semble avoir envers Luke Hughes? Ben, c'est que, encore, un peu comme je disais avant, avec New Jersey, il ne joue pas un rôle prédominant juste parce qu'il y a tellement de profondeur à la défense que personne ne joue un rôle prédominant dans cette équipe-là. C'est pas mal un rôle partagé. À ma connaissance, je suis pas 100% certain, mais je pense que Luke Hughes a joué un peu à droite. C'est pas évident souvent pour des défenseurs gauchers. C'est un autre facteur. L'affaire avec cet exercice-là, je n'aurais jamais pensé mettre un gardien dans le top 10 parce que un gardien, ça prend 7-8 ans à se développer pratiquement. Là. C'est long. On est wild, puis, nous autres. Je comprends pourquoi on le met, là, mais moi, je ne l'ai pas mis pour cette raison-là. Puis, dans le cas des défenseurs, le problème, c'est qu'encore là, le défenseur commence à atteindre son apogée à 25-26 ans, généralement. Tandis que les centres, mettons, on peut dire 22, 23 ans. Les ailiers, dès 19-20 ans, tu as l'avantage d'être à l'aile, tu as moins de responsabilités, tu peux faire des affaires qu'un joueur de centre ne peut pas faire. Puis un défenseur, mais c'est totalement différent. Alors, encore là, je pense qu'on regarde le potentiel du joueur, puis on se dit, Luke Hughes, il a seulement 21, je pense, en ce moment. C'est un super patineur.
il a un gabarit correct sans être trop incroyable. Il sort la rondelle rapidement de sa zone. C'est des qualités qu'on aime. Alors, ça dépend qu'est-ce qu'on cherche comme un bon défenseur ou un bon joueur généralement. C'est un choix personnel. Moi, je crois beaucoup à son potentiel. Je pense que s'il jouerait dans une autre équipe, il serait un peu plus mis à l'avant. Mais à New Jersey, encore là, c'est avec des Dougie Hamilton qui n'a pas joué vraiment l'année dernière, mais c'est quand même une défensive qui est pas mal mieux développée en ce moment que la plupart des autres équipes de la Ligue nationale. Tu penses-tu aussi que la génétique a un lien aussi avec l'évaluation du joueur? Puis là, je prends exemple. On serait influencé par ses deux frères. Ouais, Quinn Hughes, Jack Hughes, que tu dis qu'eux autres ont vraiment performé, tu sais, que la génétique peut jouer un peu de l'influence dans le ranking qu'il y a eu. Je pense pas dans le ranking, mais pour les dépisteurs, c'est très important. Okay. Ça dépend de la façon que Corey Proman a fait son évaluation. Mais je vais vous dire une affaire. C'est un peu par rapport, un peu rapport. Si New Jersey met leurs efforts sur les Frères Hughes pour gagner le championnat, la Coupe Stanley un jour, ça serait peut-être pas évident, là. Parce que Jack Hughes est blessé très souvent. Puis frère, on dit qu'il pèse 190 livres. J'ai bien de la misère qu'il ait plus que 175 livres, ce gars-là. Ah oui, hein. Et Luke Hughes est aussi... Je m'attendais qu'il soit un peu plus gros rendu à statut de sa carrière. Il est grand, là, il est 6 pieds 2, mais il est quand même un peu frère, lui aussi. C'est lui qui va avoir la plus grande charpente. C'est ça, ils n'ont peut-être pas la génétique ou la physionomie pour gagner du poids, et ça peut être inquiétant, surtout si Jack Hughes reste un centre. C'est peut-être mieux de bouger à l'aile, parce qu'il se fait vraiment pincer beaucoup au centre, puis il ne semble pas avoir la force physique pour se tenir contre ça. Mais là, justement, il n'est pas dans nos classements. Ouais, New Jersey est un peu coincé dans cette optique-là. Si tu mets Jack Hughes à l'aile, ça implique qu'il faut que tu ailles chercher un centre de premier plan pour le remplacer dans ce rôle-là. Boucher peut faire la job. Ouais, mais ça t'en prend deux, là. Bon, ça t'en prend deux, des joueurs de. Tu sais, une équipe qui gagne, ça t'en prend deux bons. Et là, je pense que Maverick Bourque a eu. Mon Dieu, c'est pas Maverick Bourque qui joue avec Dallas, mais les droits qui. Pardon? Stankoven qui joue à Dallas? Non, l'ailier droit qui joue au centre qui a été repêché dans la Ligue junior majeure du Québec. Mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire, je suis désolé. On s'attendait un peu plus de sa part, puis ça semble être un peu difficile dans son cas. Il a connu une saison un peu difficile. Mais ça serait peut-être lui la solution parce que c'est quand même un joueur qui lance la droite, là, alors ça l'aiderait. Est-ce que tu parles de Dawson Mercer? Dawson Mercer, désolé, je suis toujours pogné entre ces deux-là, ils se ressemblent tellement. C'est vrai, hein? Je pense que tu es repêché la même année, puis la physionomie est la même, le style est un peu la même. J'ai toujours eu de la misère avec ces deux-là. Ça pourrait être la solution, mais aussi, ils ont une grosse profondeur à la défense aussi. Il ne faut pas oublier que ils ont, je pense, 8 défenseurs en ce moment dans leur alignement, puis je pense qu'ils en ont 6 ou 5 qui ont moins de 25 ans. Alors, il y a des possibilités d'échange de ce côté-là. Seamus Casey a très, très bien fait avec le peu de temps qu'il a vu, puis peut-être Nemec va être échangé, peut-être pour trouver un joueur de centre. Alors, il y a des options pour New Jersey en ce moment-là qui peuvent se permettre de faire avec leur alignement. À la limite, si tu veux retarder le prime de ton club, puis aller chercher une bonne valeur, un Dougie Hamilton serait un appât pour une transaction intéressante pour New Jersey. Oui, je pense qu'il est sur le marché, mais son salaire est un peu haut. Puis il y a l'historique de blessure depuis quelques années. Alors lui, pour être un peu difficile à échanger, mais bon. Il y a des rumeurs même que New Jersey sont en train de tout faire pour accueillir Quinn Hughes. Avoir les 3 Hughes ensemble, parce que Quinn serait peut-être pas si heureux à Vancouver. Je ne sais pas si c'est vrai, j'ai pas de source de ce côté-là. Mais ça serait intéressant, en tout cas, ça serait un beau outil de marketing, en tout cas, pour cette équipe-là. C'est clair. Jerry, tu glissais tantôt l'évaluation sur le coup de patin. Veux-tu aller de ce côté-là sur le joueur que ça t'a marqué? Oui, ben moi, c'est Ivan Demidov, que quand tu checkes le classement, dans le classement qu'ils ont mis 10e, qu'il est vraiment comme très bas, l'évaluation au patin. Tu sais, je sais qu'il n'a pas joué 30 games, 40
même plus que ça. Il en a juste joué 2 ou 3 dans la saison. Puis dans les séries, c'était plus difficile. Là. C'était un autre game. Là. Mais c'est-tu juste moi qui trouve que Ivan Demidov est très, très fluide sur patin? Puis je sais que j'ai entendu dire que c'est une question d'évaluation de genoux qui patinent par en dedans ou je sais pas trop quoi. Là. Je suis pas... je suis pas recruteur, je vois pas peut-être ces petits détails-là. Mais moi, quand je vois Ivan Demidov se promener sur la glace, il a de l'air de flotter. Là. Il a de l'air de faire ce qu'il veut avec ses patins. Puis tu sais, je sais pas d'où c'est que ça sort. Là. Puis là, justement, Rick est là, il va peut-être pouvoir nous le dire que son patin il est pas si bon pour ça. Tu sais, même des fois, c'est une question de vitesse. Là. J'entends souvent dire des joueurs, il est lent. Mais c'est quoi comment tu fais pour évaluer la différence entre un joueur lent et un joueur qui ralentit le jeu? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ah, ben, c'est ça, en voyant jouer. Il y a une technique bizarre un peu avec ses genoux. On dirait, pour moi, on dirait plutôt qu'il sortent des fois. Lorsqu'il patine, on dirait que ses genoux vont comme à l'extérieur, puis il patine de côté d'une manière, moi, je trouve fascinante des fois. Là. Okay. On dirait qu'il est très mal à l'aise de bouger latéralement comparé à d'autres joueurs. Les dépisteurs ont tendance, après un certain temps, d'essayer de trouver des problèmes à des joueurs. Alors, sa technique n'est pas si bonne que ça. Oui, mais elle est efficace. Moi, je m'en fous personnellement. C'est si vrai ce que je me dis. C'est lorsque le patin cause des problèmes d'accélération. Alors, quand tu as un short stride ou un choppy stride, où est-ce que tu fais pas une bonne extension dans ton coup de patin. C'est problématique parce que ça t'empêche de générer beaucoup de vitesse, alors tu es toujours pogné à pas être aussi rapide que tu pourrais l'être. Dans le cas de Demidov, comme tu dis très bien, Jerry, il ralentit le jeu par exprès. C'est pas parce qu'il est pas capable. Il ralentit le jeu parce qu'il cherche les options, il cherche... Ouais. Même ce que je trouve fascinant avec lui, c'est que il ralentit, puis tout de suite après, il accélère dans le même jeu pratiquement. Alors, il change sa vitesse comme 2-3 fois dans une possession. Moi, je ne trouve pas ça, c'est un défaut, mais il y en a que... Je pense que tu deviens tellement, après un certain temps, accro à la technique et les détails que tu dis... Tu oublies le gros. Le gros, c'est parce que il est assez rapide, puis c'est pas un marchand de vitesse, mais il est assez rapide, puis son intelligence compense très bien pour le petit coup de patin qui pourrait être un peu meilleur. Moi, ça ne m'a pas dérangé personnellement. Ouais. Mais tu sais, comme tu parles de sa technique de patin, ses côtés, là, qui est tout le temps, comme on dit, les comme un canard, un peu. Là. C'est vrai de ça. Des fois, ils sont ouverts, des fois, ils sont un peu fermes aussi. Là. On dirait qu'il y a une façon de balancer ses genoux à l'intérieur et à l'extérieur qui est un peu différent. Là. J'ai l'impression que c'est le seul joueur que j'ai vu patiner de même qui est capable d'accélérer dans cette position-là. Oui, ça marche. Mais c'est pas quelque chose, justement, qui est censé élever la technique de patinage? Dans le sens qu'il est capable de faire ça. Pas assez expert en patin pour aller dans les détails à ce point-là. Moi, je regarde simplement, est-ce que ça l'empêche d'être efficace? Non, merci, on passe à autre chose. C'est pas à l'aller pour moi. Ben, c'est comme on s'est déjà dit, Rick. Souvent, les gens ils vont dire « Ah, le gars, tu sais, après, sa vitesse de pointe est bonne. Tu sais, après 3-4 enjambées, il va vite. » Ben non, mais c'est les 2-3 premières qui sont importantes. Sinon, t'es déjà en retard du jeu. Demidov, ces 2-3 premières, sont-ils corrects? Je pense que oui. Oui. Voilà, c'est exact. Après, qu'il patine en triangle, en losange, en parallèle, qu'il fasse comme qu'il veut. Il va-tu vite? Il va-tu à la bonne place? Il est-tu bien positionné? Est-ce qu'il est capable de se rendre où il veut, quand il veut, comment il veut? Oui! Après, moi, m'en fous comment est-ce qu'il patine. Il gère son corps au complet parfaitement. Moi, c'est juste ça que je veux. Ouais. Tout fonctionne ensemble, c'est magique. Bref. Y a-t-il... Oui, vas-y, la Rick. tête est toujours haute, en train de scanner la glace. Toujours. Il interprète le jeu à fur et à mesure d'une façon vraiment impressionnante. C'est pour ça, pour moi, que c'est un top 5 facilement. Puis, il aurait pu être, moi, je l'ai mis 5e, il aurait pu être 3e ou même 2e, mais encore là, je suis allé avec le barème qu'il n'a pas joué une tonne de games dans la Ligue nationale. Alors, puis c'est legit. C'est legit, c'est juste ça. Puis, le top 10 est un peu... Ben, le premier est vraiment... Macklin Celebrini, pour moi, est vraiment le premier dans ma liste. Là, mais après ça, il y a des gars qui 7 qui auraient pu être 5 qui auraient pu être 7. C'est un peu... C'est normal. Proche, je veux revenir sur le cas de Connor Bedard. Toi, Jerry, tu l'as vraiment haut. Rick, tu l'avais, je pense, c'est 6. Troisième. Moi, je l'ai mis 4. Par contre, c'est celui dans mon top 10 que j'ai la plus grande inquiétude sur sa carrière.
parce qu'il est avec les Blackhawks de Chicago et j'ai l'impression que ça va être long avant qu'il soit bien encadré. Est-ce que vous l'avez classé plus haut que moi, donc j'ai l'impression que ça n'a pas joué tant que ça dans votre évaluation. Mais est-ce que... Un peu. Un peu, hein? Donc, je ne suis pas complètement fou. Est-ce que vous avez une inquiétude quand vous avez fait votre classement? Est-ce que vous avez mis en pondération dans la balance cet élément-là? Comment est-ce que le joueur est encadré dans son équipe, est entouré pour arriver au maximum des performances qu'on pense qu'il est capable d'atteindre? Toi, Jerry? Moi, je me suis dit, est-ce que Celebrini ferait la même chose que Bédard à Chicago? Parce qu'effectivement, moi, personnellement, je trouve que Celebrini est dans une meilleure position présentement que Bédard à Chicago. J'ai l'impression que je comprends pas comment il marche là-bas. Il y a beaucoup de vétérans, mais il manque d'éléments qui vont riser avec lui. Là, il y a Frank Nazar qui est quand même très bon, mais encore là, je sais pas, c'est une fin de saison, c'est intense, gros contrat. Tandis que à San Jose, Celebrini, t'as les William Eklund, t'as Will Smith. T'en as une coupe qui s'en viennent. T'as Askarov. T'as Dickinson qui s'en vient bientôt à la défensive, qui va être aussi très poussé à l'offensive. T'as Askarov. J'ai l'impression que. Qui? Oui, Misa qui vient d'arriver, effectivement. J'ai l'impression que l'encadrement de San Jose est tous nos jeunes en même temps, avec quelques vétérans, comme un Tyler Toffoli qui est là-bas. Il y en a quelques-uns qui vont aider les jeunes, mais c'est vraiment l'impression que j'ai que ça va mieux à San Jose que ça va à Chicago. Chicago, on l'a tout vu, là, le petit vidéo, le petit mème de Connor Bedard qui est déjà désespéré après un an. Là, ça va être long, effectivement, mais c'est pour ça que je me dis que si tu interchanges les deux, j'ai l'impression que Bedard aurait mieux fait à San Jose qu'il aurait fait à Chicago. Puis déjà, je trouve qu'il fait quand même bien. Je suis quand même d'accord avec le fait que Celebrini est très complet. Moi, personnellement, j'ai l'impression que les deux joueurs, c'est des prototypes de Crosby en devenir. Je pense que Celebrini est un peu en avance sur le même genre de joueur. Un Bédard, j'ai le feeling que ça commence à parler pas mal plus que ça serait plus un allié parce qu'il est plus petit. Ça serait pas illogique. Je pense qu'il serait capable de jouer au centre, mais à l'aile, j'ai le feeling d'avoir un Austin Matthews à l'aile de plus en plus. Il y a une dégaine qui est très intense. C'est un franc-tireur. Celebrini est plus complet, mais je pense qu'il est quand même capable de jouer. Est-ce que mon amour pour Bédard m'a aveuglé un peu? Peut-être un peu, mais c'est pour ça que je dis c'est interchange. Mais pour vrai, Bédard à San Jose, je pense qu'il est meilleur que Celebrini offensivement parlant. T'en penses quoi, Rick? Jerry est dans le champ, right? C'est dur à dire parce que je veux dire, tu as plus de talent brut à San Jose peut-être à l'attaque, mais c'est un talent brut très, très jeune aussi, par exemple. On dit qu'il y a des vétérans à Chicago. Ça aide d'avoir des vétérans peut-être pour le joueur. Je pense que le problème, Jerry, c'est que tu l'as peut-être bien centré, que je pense que pour Bédard, pour devenir le joueur qu'il peut, il serait mieux d'aller à l'aile. Il est petit pour un joueur de centre, il est tellement porté à l'attaque. Je pense que ça l'empêche, je pense que ça le force à penser peut-être un peu plus. Chicago a choisi Anton Frondel en 3e choix cette année. Beaucoup de spécialistes comme Greg Button, mettons, le comparent beaucoup à Barkov en Floride. Un joueur de centre très intelligent qui est capable de produire offensivement, mais qui est un peu two-way aussi. Je pense que dans le futur, ça aurait beaucoup plus d'allure pour Connor Bedard d'être muté à l'aile. Il va être plus efficace, l'équipe va être meilleure. C'est que Chicago sont construits peut-être un peu différemment, je trouve, que San Jose. San Jose sont allés avec on scrape tout puis on prend plus de jeunes possible, on s'en fout. Et on n'a aucune autre idée. Chicago, d'après moi, et c'est peut-être un peu plus ma philosophie, même si je n'ai pas toujours été d'accord avec leur choix, je remarque qu'ils ont choisi beaucoup, beaucoup de défenseurs dans les dernières années. Ils se sont vraiment forcés à choisir des défenseurs. Tu regarderas la liste, est assez... il y a une belle profondeur de défenseurs dans leur organisation en ce moment qui s'en vient. Là. Et alors, je pense que c'est une équipe qui est en avance sur San Jose de ce côté-là parce que c'est toujours plus difficile à développer les défenseurs.
Alors, est-ce qu'il serait plus- En même temps, Rick, le fait d'avoir commencé avec les défenseurs, ils sont le meilleur exemple. Ils l'ont vécu à l'époque avec Seabrook puis Duncan Keith. Seabrook et... C'est quoi l'autre que je cherche? En tout cas, c'est pas grave. Les deux défenseurs, puis après ça, Patrick Kane puis Jonathan Toews sont arrivés par après, puis comme c'est plus rapide, ça a bien fonctionné. Tout est arrivé à maturité au même moment. Donc, je ne suis pas surpris qu'ils tentent de répéter l'expérience avec la même recette. Ça leur a toujours bien donné 3 coupes. Oui. Mais les deux équipes ont le même problème un peu à l'attaque parce qu'ils ont du talent, mais on remarque que, comme à San Jose, parmi les jeunes attaquants les plus talentueux que Macklin Salamini travaille avec, Will Smith, Eklund, William Eklund, c'est des joueurs très fly, les deux. Là. Il y a beaucoup de joueurs très fly dans le top 6. Même chose un peu avec Connor Bedard, là, qui a des Frank Nazar qui n'est pas très gros, puis d'autres joueurs comme lui. Alors, c'est un peu la même dynamique qu'ils ont. Encore là, on ne saura jamais qui va être mieux ou moins bien placé, mais je ne sais pas si Connor Bedard aurait eu plus de succès à San Jose, bien honnêtement, parce que je pense que, premièrement, l'équipe n'aurait jamais la rondelle. Il n'est pas superbe défensivement, tandis que McLean Celebrini, au moins, en étant plus doué défensivement, on arrive à reprendre possession un peu de la rondelle puis faire des jeux. C'est pour ça peut-être que j'ai Connor Bedard touche plus bas, mais j'ai hâte de voir l'équipe lorsqu'elle sera un peu mieux formée. Et encore là, lorsque Connor Bedard va être à droite, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Je pense que il va y avoir une certaine explosion qui va arriver à ce point-là dans son cas. Et j'ai hâte de voir ça, parce que c'est quand même un joueur qui est fun à regarder. Là. Ouais. Ça se fait avec un bon popcorn, là, puis tu t'amuses à regarder Bedard, puis c'est bien fun. Ben oui. je niaise souvent avec un de mes amis. Je joue au hockey, puis on n'est pas capable de reproduire le tir de Connor Bedard. On comprend pas la mécanique de ce tir-là. On a regardé des vidéos, on comprend toujours pas comment il tire. Ça m'impressionne. C'est peut-être pour ça. J'aime sa capacité de tirer la rondelle lorsque la rondelle est très proche de son corps. Ça n'a aucun sens. C'est ce côté-là que je trouve fascinant parce que souvent, les joueurs adverses, peut-être d'une façon inconsciente, ne s'attendent pas à ce que le lancer soit si fort ou dégainer si rapidement lorsque le joueur est un peu en mauvaise position. Même si je ne compare pas les tirs, il y avait la même affaire avec Marc Messier il y a des années. Marc Messier avait la capacité de dégainer, mais sous son mauvais pied. Alors, on ne savait jamais sous quel pied qu'il allait tirer. Tu t'attends à ce que tu prends le pied en avant puis tu dégaines, mais lui était capable de tirer bien avec le poids sur sa jambe arrière aussi. Et ça portait un peu de... Pour un gardien, ça devait facile, tellement être dur à lire. Ben oui. C'est ça. Alors, c'est parce que les bons joueurs sont capables de faire ça. Puis, un peu Cole Caulfield est un peu la même affaire, dans la mesure qu'il dégaine de d'angles différents. Puis même si son tir n'a pas la même vélocité, même si elle est très bonne, il touche l'angle qu'il veut. Il est capable de trouver de bien viser. Alors, c'est des choses qui compliquent la vie pour des gardiens. Puis même les défenseurs adverses qui défendent un peu d'une façon insécure. Qu'est-ce que je vais faire contre ce gars-là? Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire? Je suis plus certain. Je reste un peu figé, puis je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Les meilleurs attaquants sont capables de faire ça. Ouais. Ceux qui tirent vite, là, c'est dur autant défensivement. C'est pour ça, tantôt, je parlais de Matthews. J'ai l'impression que c'est les deux joueurs dans la ligue que je trouve présentement qui tirent les plus vite, Matthews et Bedard. Ils ont une technique de tir que je comprends pas. C'est pas nécessairement la vitesse de la rondelle, mais du release qui est intéressante dans leur 100%. Cas. Tantôt, on parlait de Fowler qui n'était pas dans le classement, que nous, on aurait placé, moi et Jerry, dans notre top 10, mais qui n'est même pas dans le top 173 de Corey Pronman. Je veux juste revenir sur les espoirs du Canadien qui sont dans ce classement-là. Okay? Slavkovski est 7e. 34 Hudson, 44 Rainbacker, Bolduc 100e, Age 131e et Oliver Kapanen 139e. Tu peux pas être honnête intellectuellement dans un classement chez les espoirs du Canadien. Je vais juste prendre les espoirs du Canadien et pas mettre Fowler en avant de Kapanen. Je comprends pas comment tu peux arriver à ça. Je comprends pas. C'est logique dans le sens que Corey Pronman, encore là, il voit Fowler comme un deuxième gardien dans la Ligue nationale, ou tout le moins un gardien qui va
partager la tâche avec un autre. Tu sais, ils ne voient pas le même potentiel. Ouais. C'est l'affaire qui est tellement difficile quand tu compares des défenseurs à des attaquants. Ça donne un gros mal de tête. Là. Comment est-ce que je peux comparer les deux choses? C'est totalement une autre approche. Kapanen, tu sais, si un gars comme Corey Pronman, qui a accès à beaucoup de parties en Europe et aime beaucoup regarder le hockey européen, va classer Kapanen pas mal haut parce qu'il a connu des excellentes saisons en Europe. On ne l'a pas vu autant ici. Alors, encore là, il se fie à d'autres choses que qu'est-ce que nous autres, on a vu. Mhm. C'est peut-être ça la Je différence comprends. dans son cas. Je comprends. Mais moi, ça me rentre pas dans la tête. En sachant qu'il y a des gardiens de but dans le classement. Moi, au début, je suis comme, il n'y en a pas. C'est correct, tu sais. Fowler, il n'est pas là. Il est comme tous les autres. Il n'est pas là. Mais là, ils sont là. Moi, c'est le classement de Hudson. Là. Regarde, sa saison qu'il vient de connaître, c'est une excellente saison. C'est un défenseur qui fait 8 ans qu'il est dans la Ligue nationale. Tu sais, il l'a fait maintenant. Ouais. Non, Est-ce non, qu'il je pense sais. qu'il va se détériorer puis il va devenir un défenseur moyen dans quelques années? C'est ça qu'est-ce qu'il dit. C'est ça où est-ce que j'ai de la misère à comprendre son classement avec Hudson qui... Je suis abasourdi un peu, là. Ouais. Tu sais, il y a Carter Yakinchuk, 31. Anton Silayev, 33. Tu sais, chez les défenseurs, Owen Power, tu sais, qui a déjà été un premier choix au total, mais moi, je prends Hudson avant, tu sais, de ce que Power a démontré jusqu'à maintenant. Tu sais, s'il était si bon que ça avec Dahlin, tu sais, Buffalo ne serait pas le Buffalo qu'on connaît en ce moment, là. Ça serait mieux que ça, là, parce que... C'est ça. En tout cas, moi, j'ai de la misère à comprendre. Chez les autres sports du Canadien, donc, comme je disais, là, les gars que j'ai mentionnés, vous êtes pas mal d'accord avec ça. Tu sais, toi, t'aurais-tu mis Kapanen après Age? Est-ce qu'il y aurait des Bolduc? Tu sais, l'ordre, est-ce qu'il aurait été pas mal celui-là chez vous autres, les boys? Jerry, vas-y donc en premier. Est-ce que tu aurais classé les gars dans cet ordre-là? Ben, moi, plus ou moins. Vous avez mis Slavkovski dans votre top 10. Moi, je ne l'ai pas mis. OK. Je l'ai. Mais tu sais, il aurait probablement été dans mon top 15. Là. Mais je trouve quand même que dans la ligue au complet, il y a des talents plus importants qu'un Slavkovski. Encore là, il y a beaucoup de trucs à évaluer. Puis tu sais, genre. Tu sais, quand on parle d'un défenseur, un attaquant puis un gardien, moi, c'est. En fait, il aurait fallu faire un top attaquant, un top défenseur, vraiment un top gardien pour vraiment les différencier. Parce que c'est là la problématique. On parle de Luke Hughes depuis tantôt, puis on met tout Hudson devant Luke Hughes. On le met tout devant parce que Hudson vient de faire une saison à sa première record. Il a battu un record dans le Canadien qui date des années 70, si je ne me trompe pas, ou 80 de Chris Chelios. Même si tu me sors l'argumentaire qu'il est petit, il est capable de faire ça. J'ai l'impression que même dans la ligue, ils sont pas capables de comprendre son hochement de tête. Ce gars-là, il est au-dessus de la mêlée. Je pense que c'est probablement le meilleur défenseur dans Under 23 présentement dans la ligue. Slavkovski, justement, je le recule un petit peu plus. Kapanen, j'avoue que je l'ai oublié. Fait que, il n'aurait pas été vraiment là-dedans. Mais tu sais, il reste quand même que le gars était capable de jouer un peu dans la ligue avant d'être envoyé en Europe. T'sais, ça prouve quand même qu'il n'est pas mauvais. Bolduc, je pense que je l'aurais peut-être monté. T'sais, ça, je trouve ça loin. Age, encore, j'ai l'impression que c'est un... Age, moi, je me garde beaucoup de réserves. Je pense qu'il va être bon. Mais encore, comme moi qui dit, il n'a pas joué dans la ligue. C'est du potentiel, mais il n'a pas joué dans la ligue. Il peut bien être bon à Michigan, mais tu ne sais pas ce que ça va donner dans la Ligue nationale. C'est ça, Bolduc, centième, tu m'avais dit, je pense, lui, je l'aurais peut-être mis plus bas, parce que pour vrai, faire 19 buts plus vers la fin de la saison, en plus après le tournoi des 4 Nations, tu sais, je veux dire, crime, il est capable. Là. Il avait, en tout cas, à Saint-Louis, il jouait bien. Moi, j'avais été voir une game l'année passée, puis je l'ai regardé pas mal, puis c'était pas dégueulasse. J'ai peut-être oublié une coupe de noms dans le milieu, là, mais... il y a Rainbacker que tu n'as pas mentionné. Oui, Rainbacker, que moi, je pense que... 44, c'est parce qu'il y a tellement de joueurs dans la Ligue nationale, c'est quand même pas si pire top 50, là. Moi, j'ai pas tant de problème. Toi, Rick, est-ce que tu aurais classé pas mal ces gars-là dans le même ordre si on exclut Fowler, vu qu'il l'a pas mis, là? Mais tu sais, moi déjà, mettre Demidov après Slav, moi j'aurais inversé à tout de moins. Là. Le reste, je suis capable de vivre avec. Là. C'est
Non, j'ai pas trop de problème. Je suis d'accord avec Jerry. J'aurais mis Bolduc un peu plus haut parce qu'il a démontré des choses dans la Ligue nationale. Et il ne faut pas oublier qu'il a seulement joué 59 parties l'année dernière. Je pense qu'il y a eu 19 buts. Et sur les 50 quelques parties qu'il a joué sa quatrième ligne pendant un petit bout. Pendant un bon bout, même. Mhm. En plus. Alors, il a démontré un potentiel super intéressant. Et ce que j'aime aussi, c'est que sa courbe de progression est vraiment bonne. C'est un gars son amélioration était très, très régulier, très bon. Age, le problème que j'ai avec Age, c'est que ça dépend où on le voit. Moi, je ne le vois pas comme un joueur de centre dans la Ligue nationale. Pour moi, c'est un ailier. Il fait trop d'erreurs. Il est trop hésitant défensivement. Il est juste pas capable de s'impliquer. Je dis pas que l'effort n'est pas là, mais il est un peu trop hésitant, alors il est toujours un peu derrière le jeu, puis là, il doit essayer de tricher un peu pour se rattraper. Alors, je le vois comme un ailier droit. Euh, mais encore là, c'est un gars que je trouve quand même toujours frêle, qui je ne sais pas si sa physionomie va lui permettre de gagner du poids, puis combien que ça va l'affecter, parce que c'est quand même pas un Connor Bedard, c'est pas un talent là, hallucinant. C'est un bon talent, mais alors je suis toujours un peu inquiet sur Michael Age. J'ai comme l'impression peut-être que mes attentes sont un peu plus modérées que la plupart des autres. Tandis que Kapanen, c'est un peu le contraire. J'aurais peut-être monté un peu. Parce que, comme je dis, il a démontré des belles choses en Europe. Il n'a pas été si mauvais que ça ici. Parce que il n'a pas vraiment eu une chance encore à s'habituer au hockey nord-américain. Puis c'est un joueur pas mal cérébral. Alors, j'y donne un peu comme une 40-50 games dans la Ligue nationale ou dans le hockey nord-américain au moins pour voir qu'est-ce qu'il est capable de faire. Mais je n'enlève pas qu'il y a il a joué un rôle important en Europe dans des équipes professionnelles, puis il jouait beaucoup de minutes. Ça, je pense que c'est pas mal important, là. Mhm. Sinon, il a aussi sorti, Corey Pronman, un redraft pour le repêchage 2024. Oui, je le sais, c'est vite. Jerry, je suis d'accord. Oui, je sais. En tout cas, vas-y. Ça donne juste de la matière à jaser. Son classement, là, je vous donne juste les 10 premiers. Là. Celebrini, Bouyoum, Demidov, ça fait le top 3. Dickinson, Catton, Levchunov, 4, 5, 6. 7, 8, 9 et 10, Parek, Yakenchuk, Seneke et Silayev. La plus grosse débarque est bien sûr Seneke qui passe de 3e à 9e. Qu'est-ce que vous pensez de ce top 10-là? Moi, je suis quand même étonné de voir Demidov. Il grimpe là, de 5 à 3 selon lui, mais qui est derrière Ziv Bouyoum. Encore une fois, je comprends plus ou moins. Vous, le top 10, là, êtes-vous pas mal d'accord avec ça, Rick? Je déteste pas Ziv Bouyoum. Moi, je l'avais 11e ou 12e dans ce classement-là. Il aurait été plus bas pour moi. Là. Il aurait été top 7, 8, 9, 10 dans ces environs-là. J'aime beaucoup, beaucoup l'intelligence de ce joueur-là. J'aime sa relance. J'aime sa façon de bouger. Mais encore là, est-ce qu'il est dynamique assez pour compenser pour un gars qui n'a pas une grosse physionomie défensivement? Est-ce qu'il va être capable de compenser dans la Ligue nationale? C'est pour moi une question encore que j'ai. C'est pas le talent, c'est pas le manque d'intelligence, mais est-ce que le package ensemble va le rendre aussi efficace dans la Ligue nationale? C'est là où est-ce que je suis pas encore certain. Je pense que c'est un gars que les amateurs de statistiques avancées adorent Ziv Bouyoum. C'est leur joueur fétiche, je pense. Alors, puis moi, n'étant pas un adepte des statistiques avancées, parce que 2 plus 2, c'est pas toujours 4 dans mon livre, je sais pas. C'est peut-être pour ça que je l'ai pas si haut que ça. C'est bon. Toi, Jerry? Je suis un peu d'accord avec Rick sur Ziv Bouyoum. J'adore Ziv Bouyoum. Je pense pas qu'il aurait sorti deuxième. Moi, c'est Ivan Demidov. Ouais. Il aurait été deuxième, là, facile. Là. Même que. En tout cas, Celebrini, je pense que c'était obligé de dire que c'est le premier. Là, mais Demidov, là, juste le talent pur de ce gars-là, le potentiel tout. Puis ses patins en canard, là, regarde, moi, ça, c'est deuxième. Mais sinon, Ziv Bouyoum, moi, il serait à peu près dans la même classe qu'un peu les Dickinson. Là, ça serait justement de 4 à 8, là, j'aurais été correct. Pour Beckett Seneke, moi, je trouve ça drôle parce que il sort 9e. Je suis pas mal sûr que c'était ça qui était listé avant
la draft, il est juste sorti 3e, puis tout le monde était comme « What? Qu'est-ce qui se passe? » Et pourtant, il y a eu une excellente saison junior cette année. J'ai rien vu dans son jeu qui me fait dire « Ah, ce gars-là, il régresse ou il ralentit par rapport à ce qu'on s'attendait. » Non. C'est peut-être que d'autres joueurs qui ont juste comme monté comparé à lui. C'est peut-être plus ça. Yakemchuk, justement, c'est un très bon défenseur. Puis lui, il n'a pas vraiment bougé. Zane Parek, il est vu comme justement l'espèce de nouveau défenseur offensif de la ligue. Moi, j'adore Berkeley Catton. C'est le genre de joueur qui a des mains de soie qui me fait capoter. Levchinov qui drop, ça, j'étais pas surpris. Je pense que quelqu'un qui avait sorti 2e. Ça, c'était surprenant. Là. Ça a été la surprise 2e. Mais encore là, c'est parce qu'ils construisent par la défensive. J'ai l'impression qu'ils ont été le chercher parce que c'est ça qu'ils voulaient, parce que c'était ça qu'ils avaient besoin. Puis ils se sont dit que la défensive, c'est plus long, fait qu'on va aller avec ça. Dickinson, moi aussi, c'est un autre que j'adore. Qui est monté autant, je comprends. Mais je suis pas. J'aime quand même la redraft top 10, mais encore là, je suis tellement en taux là, que on en parle là, puis j'ai le feeling que ça va changer dans l'année prochaine. C'est clair. Mais oui, beaucoup même. Le vrai classement, on va le faire dans 15 ans, mais tu sais, on va en jaser avant. OK, gang? En effet. Sortons un peu, on va lâcher Corey Pronman, là, maintenant, ne fera pas rien que parler de lui et de ses affaires. Cette semaine, Kent Hughes a été actif. Il a échangé le contrat de Carey Price dernière saison après avoir payé le bonus, le boni de signature. Il l'a échangé aux Sharks de San Jose en compagnie d'un 5e choix contre Gannon Larocque. Je ne vous demanderai pas si Gannon Larocque va jouer. Ce gars-là a eu beaucoup de blessures, pourrait ne jamais jouer dans l'organisation du Canadien. Il va juste avoir son nom dans le livre d'histoire du Canadien de Montréal parce qu'il y a cette transaction-là, pas parce qu'il va faire sur la glace, je ne penserai pas. Par contre, cette transaction-là fait en sorte que le Canadien de Montréal a de la marge de manœuvre, ce qu'il n'avait pas auparavant. Donc, de la marge de manœuvre au niveau financier. Qu'est-ce que Kent Hughes va faire avec cette marge de manœuvre-là, selon vous? Rick, est-ce que le Canadien va faire une transaction? Est-ce que Kent Hughes va s'asseoir sur ses deux mains puis rien faire? Qu'est-ce qui va se passer? Après ça, Jerry, je vais vouloir avoir ton avis. Je pense que la meilleure stratégie va être d'être patient un peu. Et la raison que je dis ça, c'est que je ne sais pas qui est disponible en ce moment sur le marché des transactions. Est-ce que le coût pour acquérir un joueur sur le marché des transactions en vaut la peine, considérant que Kirby Dach est toujours là. Il a manqué un paquet de temps, c'est pas surprenant, mais il y a le talent, il y a la physionomie, il y a les outils pour être un bon joueur de deuxième centre. Ne vaut-il pas mieux être patient et de voir si jamais une équipe appelle avec une offre qui vaut vraiment la peine, ça ne veut pas dire que tu es obligé de dire non parce que tu veux être patient, là. Mais moi, je me dis, garde cet argent-là, garde tes actifs que tu donnerais pour acquérir un joueur de centre et regarde qu'est-ce que tu as avec ton équipe en ce moment et décide. Parce que je sais que une des solutions faciles, c'est de dire, on échange Matheson, on choisit ses actifs, puis on donne ces actifs-là pour avoir un joueur de centre, mais sans être un gars qui est dans l'entourage du Canadien, je peux vous dire que des gens qui m'ont dit qui étaient dans l'entourage de l'équipe ou qui connaissent, échanger Matheson ferait très mal aux Canadiens dans le vestiaire. Les joueurs, les défenseurs surtout, les jeunes défenseurs de l'équipe, voient en lui comme une ressource très, très importante pour eux. Et déjà qui ont perdu Savard. C'est facile à dire échanger des joueurs, on donne, mais dans le vrai monde, c'est pas évident. Alors, moi, si je serais Kent Hughes, je serais patient, puis tu attends que la saison commence. Puis à fur et à mesure que des équipes se font éliminer, puis ils sont plus dans le beat, puis ils cherchent à acquérir des jeunes joueurs ou des joueurs de pêchage, mais là, tu commences à approcher ces équipes-là plus tard dans la saison, puis tu vas avoir plus d'argent, puis tu vas aussi savoir un peu plus où sont tes forces, où sont tes faiblesses, parce que, encore là, tu donnes un Matheson, mettons, pour acquérir un bon joueur de centre, tu regardes ton alignement à ça, j'ai 6 bons défenseurs,
j'ai 2 attaquants, puis un des défenseurs te blesse, puis là, t'es comme, oh mon Dieu, là, j'ai un autre trou ailleurs que j'ai créé. Alors, ça, c'est à moins qu'une équipe, comme je dis, t'offre quelque chose de vraiment, vraiment là, irrésistible, soyez patient. Jerry? Ben, ça, c'est très. J'aime le petit côté, c'est très cérébral. Tout ce que Rick vient de dire, pis honnêtement, c'est la meilleure façon de penser, je pense. Puis Jerry, il analyse jamais le hockey avec son cerveau. Jerry, c'est avec son cœur. Oui, mais ouais, des fois, je suis quand même très émotif. Puis c'est correct, ça va donner un autre aspect. Je t'aime, Jerry, tu le sais, hein? Ben oui, non, ben je sais comment je suis de toute façon. Là, je veux dire, ça, c'est juste que d'un, j'ai été shaké par l'échange, même si le joueur ne joue pas, ça c'était weird en tabarouette. Mais ça donne beaucoup de flexibilité et encore là, je suis pas au courant de qui est disponible, mais il y avait beaucoup de fumée à un moment donné concernant Jared McCann, qui est un joueur de centre qui joue plus souvent à l'aile, mais quand même, qui a déjà au centre. Fitterait. Moi, j'ai le feeling que. Moi, l'affaire qui me gosse un peu, c'est Kirby Dach vient à échéance à la fin de l'année. Michael Matheson vient à échéance à la fin de l'année. C'est de voir qu'est-ce qu'on fait avec ces deux-là. Puis c'est le côté, justement, est-ce qu'ils vont rester. Parce que je suis 100% d'accord avec l'aspect humain d'un échange. Des fois, ça peut faire mal. Puis je pense que c'est exactement pour ça qu'ils n'ont rien fait l'année passée à date limite. Ils ont vraiment fait, on va garder le groupe. Puis tu sais, je suis 100% d'accord avec le fait que Matheson, même si c'est pas tout le temps le plus aimé par les partisans, c'est clair que ce gars-là, il n'y a pas un A sur son chandail pour rien. Je veux dire, dans le champ, il doit être hyper respecté. Puis tu sais, je veux dire, il a quand même, je pense qu'il a connu son meilleur hockey avec le Canadien, on se le cachera pas. Avec l'arrivée d'un Lane Hudson puis tout, c'est justement, on dit, en plus avec un Dobson qui vient d'arriver, j'ai l'impression qu'il va tomber vraiment en dernier plan. C'est juste de savoir si t'es pour signer Matheson à 7.5. Je ne sais pas à quel point, là, c'est le petit côté. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de le garder ou pas? T'sais, oui, il y a le côté humain, mais en même temps, c'est plate à dire, mais JB le dit souvent, c'est une business. Genre, tes actifs, tes as, tu fais ce que tu veux avec, tu sais. Puis, tu sais, Matheson, s'il y a une bonne valeur, est-ce que c'est le genre de joueur, justement, que ça prend pour aller chercher un choix d'un deuxième centre? Ça se peut. Moi, Kirby Dach, même si, comme tu dis, que la physionomie pour un joueur de centre, moi Kirby Dach, je le vois comme un allié depuis trop longtemps. Je trouve que défensivement, il est correct, mais encore là, c'est quand ils l'ont jumelé à l'attaque, à l'aile, avec un Suzuki puis un Caulfield qui a été meilleur. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. J'ai l'impression que, justement, quand t'enlèves la partie défensive de son jeu, qui est capable de juste... Je joue au hockey puis je m'amuse. C'est ce côté-là. Moi, là, c'est vraiment... Je pense que Newhook pourrait être le joueur sacrifiable dans un échange aussi. Parce que si tu mets Kirby Dach au centre parce que tu le veux au centre, c'est pas un... Je pense pas que c'est un top 6. Tu le signes pas super cher. Je pense que de toute façon, il n'y a pas vraiment d'argumentaire pour avoir un gros contrat, on va se le dire. Fait que lui, je pense qu'il est facilement gardable. Il va plus chercher le nombre d'années que le gros montant à court terme, mettons. C'est ça. Puis à la limite, tu vas finir troisième centre. Puis je pense pas que c'est mauvais d'être troisième centre. Là. Surtout à Montréal, qui va avoir une bonne profondeur. Ouais. Puis Kirby Dach, c'est quand même agent libre avec restriction à la fin de cette année. Oui. Il n'est pas encore UFA, alors tu as un peu une marge de manœuvre aussi avec ça. C'est vrai de ça. T'sais, fait que lui, je pense qu'il je le garderais par la fin du monde, même s'il est souvent blessé. Regarde, je pense que c'est vraiment juste de la malchance dans son cas. C'est vraiment Matheson que je donne, puis je pense que c'est la pièce qui va te servir pour aller chercher un deuxième centre. Est-ce que c'est Jared McCann? Je sais pas. Je trouve juste qu'il y avait beaucoup de fumée. Même s'il y a beaucoup de fumée pour McTavish, mais ça, je pense que c'est vraiment plus une fumée de on veut McTavish plus qu'autre chose. Plus du rêve. Il est vraiment disponible, c'est ça. Ouais. Mais sinon, je suis un peu comme toi aussi. Qui serait le deuxième centre parfait pour Montréal? Je pense que Montréal n'a pas de deuxième centre présentement. Est-ce que j'essaierais Bolduc? Je sais pas si ça serait bon de le mettre au centre. Il y a du monde qui le lisse centre. Il y a du monde qui le lisse plus à l'aile. Il a été repêché dans la Ligue junior majeure comme centre. Il a joué au centre un peu, mais il a plus joué à l'aile, même dans le junior. Je veux juste clarifier une autre chose aussi. Quand je dis Matheson, peut-être de ne pas l'échanger tout de suite, mais je ne le vois pas non plus être de retour l'année prochaine avec Montréal. Okay. Juste parce que c'est un gars qui mérite plus que 4-5 millions par année, puis tu ne peux pas donner plus que 4-5 millions par année en ce moment parce que ta défensive, elle est déjà trop... tu ne veux pas surpayer à la défense. Mm-hmm. Je vois plutôt l'idée de dire on va garder Matheson un petit bout cette année, peut-être, l'échanger plus tard, peut-être. Et peut-être même de le perdre comme agent libre, quitte à faire un bout de chemin en série, puis de le perdre à la fin de l'année. Puis c'est correct, ça, des fois.
ça peut valoir la peine pour le développement de l'équipe. Tu peux analyser un paquet de facteurs. Ça peut être quelque chose d'aussi simple que Struble et Jacky prennent un gros, euh, un gros pas avant dans leur développement, puis là, tout d'un coup, oh, mais là, on réalise que Matheson est peut-être plus échangeable qu'on le pensait. On ne sait pas. Alors, c'est pour ça que je me dis peut-être que l'équipe va attendre juste un peu pendant la saison, puis voir qui devient disponible, puis comment que les joueurs qui sont dans l'alignement en ce moment réagissent, et là, on va prendre la décision. Moi, j'ai pas de cœur. Fait que moi, ce bout-là de ça va être bon pour les faire grandir si on va en série, tu sais, Matheson, on peut le perdre pour rien, c'est pas grave. Non, il y a trop une grande valeur sur le marché. Fait que moi, mon idée, OK, voici ma lecture que je fais de la situation de la Ligue nationale en général. Cette saison, il y a un prix au bout de la course. Il y en a deux. Il y a le prix des gagnants, qui est la Coupe Stanley, puis il y a le prix des perdants, qui s'appelle Gavin McKenna. Puis là, toi, Rick, tu vas parler de Keaton Veroff. D'accord, mettons qu'il y a deux prix pour ceux qui vont en bas. J'ai l'impression que les équipes qui vont prendre des bonnes débarques en début de saison vont rapidement slacker à la pédale. Ils voudront pas remonter juste pour remonter. Il faudra que tu sois à 2, 3, 4 points max des séries pour pouvoir continuer à avoir le pied sur l'accélérateur. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont débarquer rapidement de la course. Le Canadien, et Kent Hughes en tête, va devoir cibler quelles seront ces équipes-là et scatter les effectifs au centre qui sont intéressants dans ces équipes-là, qui peuvent prendre le rôle de deuxième centre. Une transaction, ça peut se faire avant la date limite des transactions, sans être au début de la saison. Fait que j'aurais pas de problème. Je vois très bien Kent Hughes faire une transaction au mois de janvier, impliquant Mike Matheson et son premier choix, en sachant que le premier choix, il ne sera pas dans la loterie de toute façon. On va avoir le temps de s'adapter. Ça va avoir donné le temps à Goulet, Alexandre Carrier de prendre l'ascendant sur la défensive du Canadien, puis de faire en sorte que la perte de Mike Matheson ait moins d'impact négatif dans le vestiaire, dans la corde de défenseurs. Fait que moi, je vois vraiment ce plan-là se dessiner. Fait que pour une équipe qui débarque de la course puis qui se dit « Hey, je peux avoir Keaton Veroff ou Gavin McKenna et Mike Matheson pour encadrer mes jeunes. » Je trouve ça intéressant, moi. Plus le choix de première ronde du Canadien aussi, qui sera un fin milieu de première ronde. Je trouve que c'est intéressant pour aller chercher un joueur de centre qui serait peut-être numéro 1 dans cette équipe-là en temps normal, mais que nous, il serait deuxième vu la profondeur de l'alignement qu'on aura à Montréal. Moi, je vois ça se dessiner. Puis je pense pas que je suis complètement fou. Non, ça peut très, très bien arriver. Ça va de l'allure. Ma boule de cristal. Et pas de cœur, mais j'ai une boule de cristal. Autre nouvelle que je voulais parler, parlant de séries justement, la Ligue nationale a convenu avec l'association des joueurs, le CBA, qu'il y aura bel et bien un plafond salarial durant les séries. À partir de cette saison, je veux savoir, Jerry, vas-y en premier. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne nouvelle, toi? Est-ce que tu étais d'accord avec la façon de faire d'avant? Et comment est-ce que ça va influencer le travail des équipes? Moi, j'adore cette nouvelle-là, mais je vous le dis tout de suite, les trade deadline vont être plates. Vont être plates en tabarouette. Parce que justement, plein de moves de même qui se faisaient, qui se feront plus. Tu sais, je veux dire, l'année passée, c'était la même affaire. Là. Il y avait des joueurs qui étaient blessés, ça a permis d'acquérir Marchand. On pouvait même penser à Kucherov dans le temps, la Coupe Stanley de Tampa contre Montréal, Mark Stone à Vegas, 2 années. Il y a tout le temps un cas de ça à chaque année. Est-ce que ça va devoir rendre les DG beaucoup plus créatifs et stratégiques dans leurs échanges? Moi, j'adore, honnêtement, ces petits côtés que je trouvais ça plate. En fait, c'est que je suis tanné aussi d'entendre parler de « Ah, ben la Coupe, Kucherov. » Je suis tanné de ça. Ça reste quand même que c'était la meilleure équipe. Ça change rien. Mais enlève Marchand l'année passée en Floride, il gagne probablement la coupe quand même. Mais ça a probablement été plus facile avec un Marchand dans leur alignement. T'sais. Mais moi, j'adore qu'il y ait un plafond salarial toute l'année au complet. T'es d'accord avec ça aussi, Rick? Je pense qu'il est unanime chez les partisans. Là. Ouais, ça apporte moins de controverses, moins de doutes, moins de plaintes. Ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'ils vont
ils vont s'accommoder à ça, les DG. Il y a aussi le fait qui est intéressant, c'est que tu peux retenir des contrats quand même, 50% du contrat de certains joueurs. Alors, certaines équipes qui ont fait attention vont pouvoir utiliser cette option pour quand même faire des échanges, peut-être des échanges à 3. Alors, ça va peut-être être un peu plus cher pour accueillir des vedettes. Euh, Ils vont s'adapter. Ils vont trouver une façon de fonctionner. Je suis surpris que ce soit fait dès maintenant. Habituellement, je pensais qu'il allait donner 2-3 ans aux équipes avant de se préparer, là, mais Ouais. faut croire que tout le monde veut, personne ne veut avoir le lockout encore, là, alors ils se sont arrangés pour faire passer ça rapidement. Je pense que les fameuses trois slots pour les retenues de salaire vont avoir beaucoup de valeur. Ouais, Les oui. équipes qui vont avoir Non. leurs espaces disponibles pour ça là, vont avoir un poids dans des négociations. Ça va être utilisable plus, je pense. Ça va être mis de l'avant comme stratégie d'utiliser ça. Dernier point, puis là, ben, c'est triste de finir là-dessus, mais je trouvais que ça aurait donné le show, mais on a appris cette semaine le décès de Ken Dryden. Moi et Jerry, on l'a pas vu. Rick, est-ce que toi, t'as vu jouer? Non, fait que t'as Non. pas vraiment de souvenirs. Ce qu'on a comme souvenir, c'est bien sûr de l'après-carrière. C'est le gars impliqué en politique qui était un visage de l'organisation. C'est 8 Coupes Stanley en 10 ans de carrière. Une carrière qui s'est finie très tôt pour qu'il puisse aller faire son barreau. Il a écrit un livre de game qui est un must à lire dans le domaine du hockey. Donc, on voulait saluer la mémoire de Ken Dryden pour finir le show. Un gros merci, Jerry, pour ta participation à l'épisode. Ça faisait longtemps, mon coquin. C'est vrai que ça faisait longtemps, mais j'avais hâte. Là. J'étais dedans. Là. Il ruait dans les brancards, comme on dit. Ouais. Il avait hâte que ça commence, ce show-là, puis que la saison débute. Le camp des recrues qui commence le 10 septembre. Fait qu'on est vraiment là. Je vous le disais en début de show, ça commence à sentir le hockey. Rick, encore une fois, un plaisir de t'avoir reçu sur le show. T'es pas mon expert invité qui revient tout le temps pour rien. Parce que t'es bon, puis je t'aime. Ah, merci, JB. Je suis tellement heureux de jaser avec toi et avec Jerry. C'est vraiment un plaisir, croyez-moi. Ben écoute, on est content que t'aimes ça parce que tu vas revenir, c'est sûr. Je vais gagner ton animateur. Merci à vous aussi, les auditeurs. Le prochain show sera avec Christophe Perrault, l'ancien de 25 Stanley. Tu sais, le fameux site là, avec JT Utah, qui est maintenant, il travaille dans les stats avancées pour les Sirens de New York. Ça, c'est dans la LPHF. Vous l'avez vu sur 25 Stanley, vous l'avez vu dans les chroniques RDS, dans les entractes pour mise au jeu. On va parler de sa vie dans le domaine du hockey. Il était incroyable comme invité. Ça sera le prochain show. Puis après ça, on rentre dans la saison de hockey avec des shows réguliers. J'ai hâte aussi que ça s'en vienne. Donc, manquez pas ça. On a des belles annonces aussi. On va essayer de vous offrir du contenu supplémentaire sur Patreon pour que vous puissiez nous encourager et que nous, on vous donne une contrepartie aussi. On vous dévoile tout ça au début de la saison quand on sera, moi, Alexandra et Jerry ensemble, la team réunie. Puis Rick, ben, il va faire ses tours. Il va venir faire ses tours sur le show. Bien entendu, à plusieurs occasions durant la saison 2025-2026 du Canadien de Montréal. C'était JB Gagné, toute l'équipe des Glorieux. Et on vous dit à la prochaine tout le monde. Bye bye!